Madame la ministre. La parole est à Monsieur Vincent Descoeur. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Jeudi dernier se tenait à Cahors la 2e conférence nationale des territoires, au cours de laquelle vous avez abordé la relation financière entre l'État et les collectivités locales, avec comme fil rouge la maîtrise des dépenses de fonctionnement. La question des dépenses de fonctionnement est un sujet de préoccupation pour toutes les collectivités et plus particulièrement pour les départements qui assurent pour le compte de l'État le financement des 3 allocations de solidarité, RSA, APA et prestations de compensation du handicap. Au financement de ces allocations s'ajoute un sujet d'actualité qui est le financement de la politique d'accueil des mineurs non accompagnés, dont le nombre ne cesse de croître de manière exponentielle, 13 000 en 2016 et très probablement plus de 25 000 à la charge des départements en cette fin d'année. Ces dépenses obligatoires des départements augmentent mécaniquement et à un rythme très supérieur à l'évolution de leurs ressources, ce qui va précipiter une majorité d'entre eux vers l'incapacité d'équilibrer leur budget de fonctionnement et l'obligation de renoncer à des projets d'investissement. C'est vrai de départements ruraux comme le Cantal, les Hautes-Alpes ou les Hautes-Pyrénées. C'est aussi vrai de départements plus peuplés comme l'Oise, le Nord ou le Pas-de-Calais. Le projet de loi de finances ne traite de cette question du financement de ces dépenses sociales qui incombent aux départements que de manière partielle et très insuffisante, au travers de 2 fonds qualifiés d'exceptionnels, dotés respectivement de 100 et de 128 millions d'euros, des montants sans commune mesure avec les dépenses auxquelles doivent faire face les départements sur leur propre budget, plus de 9,3 milliards pour les allocations de solidarité et plus d'1,2 milliard pour les mineurs non accompagnés. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Pouvez-vous nous indiquer quand et comment vous entendez répondre à la situation financière des départements de ce pays qui sont menacés d'asphyxie budgétaire? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je sais que vous connaissez particulièrement bien la question pour avoir été président d'un département et je sais à quel point vous vous engagez, notamment avec le président Bussereau et tous les départements de France, à faire reconnaître légitimement la meilleure relation entre l'État et les collectivités locales, et particulièrement les départements. Gérard Collomb, Jacqueline Gouraud, Jacques Mézard et moi-même avons déjà travaillé depuis quelques mois avec les départements, et il est vrai que si le projet de loi de finances ne résout pas toutes les questions importantes, complexes, et qui datent d'un certain temps, si vous me permettez cette expression, Monsieur le Président, nous avons réglé une partie de ces questions, même si toutes les parties ne sont pas concernées. D'abord, sur le travail du rapporteur général Joël Giraud, à qui je veux rendre hommage ici, il y a eu la recréation effectivement des fonds de plus de 150 millions d'euros, 50 millions pour l'outre-mer et 100 millions d'euros pour les départements métropolitains, avec notamment à sa demande la prise en compte pour les mineurs isolés. Et je pense que nous pouvons souligner le travail de Joël Giraud et l'ensemble de la majorité parlementaire sur cette question très importante. Ce qui a permis d'ailleurs plusieurs de vos anciens collègues, Monsieur le Président, si j'ose dire, de souligner le travail de l'État. Ça a été le cas du président Le Cerf, qui l'a fait hier dans sa séance plénière. Et je crois que le département du Nord, c'est particulièrement la question que vous évoquez. Deuxièmement, dans le contrat, effectivement, sous l'autorité du Premier ministre, nous avons choisi, pour que ces 1,2% d'objectifs de dépenses, qui peuvent aller un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, selon l'objectif du contrat, on sorte à la demande du Premier ministre, en écoutant Dominique Bussereau, effectivement les AIS, tant par le passé que pour le futur, puisque nous considérons que si ces AIS pour un département sont supérieurs à la moyenne nationale, alors on les sortira de l'objectif de dépenses de fonctionnement. Troisièmement, je voudrais souligner ici que ce fonds exceptionnel, ces AIS qui sont sortis de ces objectifs de dépenses, c'est avec, ça change beaucoup du quinquennat précédent, une non-baisse des dotations aux collectivités, et particulièrement pour les départements, je pense que c'est à souligner. Et puis enfin, je voudrais souligner ici, Monsieur le Président, que nous savons très bien que nous n'avons pas réglé le problème des départements dans cette loi de finances et que toute l'année, nous allons y travailler sous l'autorité du Premier ministre. Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Didier Legac. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, je souhaiterais aujourd'hui vous interroger sur l'avenir des énergies marines renouvelables dans notre pays. Mais auparavant, chers collègues, et comme nous allons parler de la mer, permettez-moi, en tant qu'élu de Brest, de saluer ici, devant la représentation nationale, le formidable exploit du marin François Gabard, qui vient d'accomplir le tour du monde en solitaire, sans escale, en 42 jours, 16 heures et 40 minutes.
Cette victoire, qui est celle d'un homme, mais aussi d'une technologie d'exception, remplit aujourd'hui la France de fierté. J'en viens à ma question. Monsieur le ministre, le gouvernement a montré à plusieurs reprises déjà, et de manière manifeste, son attachement à la mer et aux questions maritimes. Il l'a fait récemment lors du CIMER à Brest ou encore au Havre, lors des Assises de la mer. À cette occasion, le Premier ministre nous a d'ailleurs confié que le retard de la France dans le domaine de l'exploitation de l'énergie marine faisait un peu désordre. Vous-même, lors de ces assises, vous avez annoncé la simplification des procédures en matière d'instruction des dossiers pour les sites de production d'énergie marine renouvelable. Sur le retard de la France dans le développement de l'éolien offshore, vous avez même souligné « Je ne vois pas comment tenir mon objectif si entre le moment où l'on fait un appel d'offres et la pose du PMA, il se passe 10 ou 15 ans. » Or, monsieur le ministre, au moment où je vous parle, des filiales de Naval Group, dans le secteur des énergies marines renouvelables, Naval Énergie et Open Hydro, que vous connaissez bien, ont décidé la suppression de 100 postes sur 260. Et l'entreprise a justifié cette décision par le fait que le marché des EMR se développait trop lentement, notamment dans l'hydrolien. Bref, le savoir-faire est là. Plusieurs entreprises publiques et privées sont prêtes, en Bretagne notamment, mais les délais de mise en œuvre sont trop longs. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir aujourd'hui ce que le gouvernement compte faire pour accélérer le développement de ces énergies marines renouvelables. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Le Gac. Vous avez d'abord raison d'évoquer l'exploit de notre camarade, parce que faire le tour du monde à près de 50 km/h de moyenne avec la plus belle des énergies renouvelables, le vent, ça nous donne de l'espoir effectivement pour l'avenir. La programmation pluriannuelle de l'énergie pose effectivement une ambition inconditionnelle si on veut réussir notre stratégie énergétique pour l'éolien en mer, et on fait un des piliers indispensables. 3000 mégawatts d'éolien posés en fonctionnement en 2023, c'est notre objectif, et jusqu'à 6000 mégawatts attribués au même horizon. Mais effectivement, nous sommes en train de prendre du retard qui rend difficile la transition énergétique, et nous prenons le risque de déstabiliser une filière naissante, mais qui est très prometteuse en termes d'emploi et de compétences. On a décidé un plan d'action avec 3 piliers. D'abord, vous l'avez évoqué, la simplification administrative et le principe d'organiser le débat public en amont de l'appel d'offres pour accélérer la concrétisation des projets sélectionnés. Ensuite, nous allons développer ce que nous appelons des permis enveloppes pour adapter plus facilement les projets, par exemple, à l'évolution des technologies, et ainsi installer les modèles les plus performants, ce qui devrait faire gagner et du temps et de l'argent. Enfin, le processus de raccordement sera aussi mieux planifié et optimisé. Le projet de loi État au service d'une société de confiance devrait permettre de porter ces évolutions. Ma priorité, c'est que les premiers parcs attribués voient le jour rapidement. On a besoin d'une réalisation concrète pour montrer l'intérêt de cette énergie et surtout, comme vous l'avez dit, conforter les filières. D'autres appels d'offres à Dunkerque et Oléron sont en cours ou arriveront prochainement. Et je n'oublie pas, dans la même veine, ce qui va arriver juste derrière, qui est aussi très prometteur et peut-être plus acceptable, ce sont les éoliennes flottantes. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Béatrice Descamps. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre des Solidarités et de la Santé.